Bonjour, bienvenue dans la saison 2 du podcast EducCare. S'arrêter, prendre du temps pour soi, revisiter, questionner ce qui nous anime, nous inspire, changer de regard, retrouver l'essentiel au cœur de nos vies. Chaque premier lundi du mois, nous tenterons avec mon invité de vous emmener sur ce chemin. L'intelligence artificielle, et notamment son expression dans ChatGPT, un sujet passionnant qui intéresse et mobilise les médias quels qu'ils soient. Mais que se cache-t-il derrière cette intelligence artificielle pour que le sujet génère autant d'articles et de documentaires ? En effet, chacun tente d'apporter son éclairage sur ce qui semble être le sujet épineux actuel. Pour éviter de tomber dans le piège d'une approche binaire en pour ou contre et permettre à chacun de nourrir sa propre réflexion sur le sujet, nous retrouvons aujourd'hui le psychopédagogue Bruno Imbeck, que nous avons déjà rencontré dans un précédent podcast et qui va nous aider à saisir les enjeux de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos vies et à l'école. Alors, décryptons ensemble. Bonjour Bruno Imbeck et merci de nous partager votre expérience et vos réflexions. Bonjour. Alors d'abord, qu'est-ce qui fait que l'intelligence artificielle déchaîne à ce point les passions en ce moment ? Quel serait pour vous l'événement qui a déclenché cet intérêt, cet emballement médiatique ? Alors, c'est pas la fascination pour la machine. La fascination pour la machine a toujours existé, mais elle est décuplée ici par le fait que la machine cherche à mimer le fonctionnement du cerveau humain. Et donc, c'est la fascination pour le fonctionnement de ce cerveau humain. On a déjà eu un premier élan lorsque, par exemple, l'ordinateur a été capable pour la première fois de battre un champion du monde en échec. Ouais, en échec. On s'est dit, tiens, et le mot échec, à ce moment-là, était particulièrement indiqué, notre cerveau est mis en échec par une machine. Et donc ici, on est dans l'idée qu'on va encore passer très très rapidement à finalement une version surmultipliée qui fait que le cerveau humain, dans ses productions les plus belles, littéraires, mathématiques, va aussi être dépassé par la machine. Et donc il y a en même temps une fascination, et aussi un petit peu d'angoisse et d'anxiété, qui est par exemple amplifiée par le fait qu'une des personnes, une des chevilles ouvrières de la mise en place de ce type de programme a démissionné en disant attention, on est dans quelque chose de terriblement sensible. Et c'est vrai que c'est sensible. C'est pas pour ça que c'est nécessairement dangereux. Et il faut qu'on puisse ensemble repérer justement ce qu'il y a de positif dans ces évolutions et ce qu'il y a d'un peu plus problématique qui doit en tout cas être maintenu sous surveillance. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois un contour à définir en disant est-ce qu'on peut réguler, est-ce qu'on peut réglementer peut-être ou pas ? Ça c'est un petit peu dangereux. C'est D'accord. comme si je vous disais est-ce que je peux réglementer votre façon de penser ? Alors non, est-ce que je peux compléter votre façon de penser par la façon de penser de quelqu'un d'autre ? Là c'est une question beaucoup plus intelligente et qui est beaucoup moins restrictive. Limiter l'évolution, limiter la progression, ça va tout de suite créer des tensions. Mais se dire tiens, on est en train de travailler sur des domaines qui vont devoir être complémentaires avec la façon dont un être humain réfléchit. La machine ne remplacera pas l'être humain, c'est absolument impossible, mais Victor Hugo le disait tellement mieux que moi, dès que vous avez une évolution technologique, quelle qu'elle soit, vous avez une roue à double face, une face qui fait avancer les choses, une autre qui broie les gens. Il faut qu'on puisse contrôler ce qui pourrait broyer des gens qui, par exemple, se sentiraient complètement dépassés par cette nouvelle façon de parler. Les personnes qui vont voir leur métier disparaître, alors c'est un souci, une préoccupation, mais qui doit tout de suite être considéré comme un souci, une préoccupation positive. Il y aura aussi de nouveaux métiers qui vont générés arriver par cette progression, parce qu'on ne pourra pas se passer de l'humain. Et il y a un mot qui est fondamental quand on parle de digitalisation du monde, c'est le mot figitalisation. Plus vous mettez du digital, du numérique, plus vous devez mettre de l'humain pour équilibrer l'évolution et pour en faire quelque chose de profitable pour tout le monde. Alors ça, déjà, merci pour ça, parce que ça rassure, en fait. De vous entendre déjà parler de l'humain dès le début, ça veut dire que l'humain, on ne l'oublie pas, quel que soit l'outil qu'on va utiliser, ou les logiciels, ou les applications autres. Alors justement, dans ce qui parfois est reproché à l'intelligence artificielle, c'est de se réduire à l'analyse de données qui sont collectées, à des statistiques et des algorithmes qui guideraient nos choix sans que nous en ayons vraiment conscience. Alors c'est en même temps quelque chose qui est tout à fait critiquable, dans la mesure où on est déterminé par un ensemble d'éléments qui se construisent suivant des liens logiques. Et c'est vrai que les algorithmes peuvent être dangereux si on est dupe des algorithmes. Par exemple, sur un réseau social, si vous avez l'impression que ce qui constitue votre monde finit par constituer le monde.
Parce que tous ceux qui s'intéressent à vos productions, ce sont des gens qui généralement partagent vos préoccupations, parfois vos centres d'intérêt, parfois vos opinions. Et donc vous avez l'impression parfois de faire autorité. C'est ce qui explique que sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont l'impression de faire autorité. Un algorithme, ce n'est jamais que la construction parfois très raffinée, et ChatGPT, c'est une construction très raffinée de liens logiques qui vont pousser une machine à être capable de faire, par exemple, un texte qui établit la synthèse entre ce que pense Hegel, ce que pense Kant et ce que pense Schopenhauer, sur un thème particulier. Au niveau de l'argumentation, vous aurez un texte d'une qualité irréprochable. Si vous devez produire un discours, il va être effectivement très cohérent, très logique. Mais jamais ChatGPT n'essayera de vous étonner. Et c'est pour ça que la limite déjà absolue de ce type d'outil, c'est qu'il pourra écrire des poèmes sans problème, avec des très belles rimes et des alexandrins millimétrés, mais il ne saura jamais faire preuve de poésie. La terre est bleue comme une orange, c'est impossible pour une machine de le concevoir. Parce que la terre est bleue, ok, mais l'orange n'est pas bleue et la terre n'est pas une orange. Et donc ces trois mots qui sont l'expression absolue de la poésie, ces trois mots ne peuvent pas se mettre ensemble. Et donc vous aurez toujours une dimension humaine qui va dépasser la machine. C'est cette dimension qui vise à toucher son semblable ou à être touché par lui. La machine ne va jamais vous toucher, vous affecter émotionnellement. Et donc vous serez toujours, à un moment donné, dans quelque chose qui ne sera jamais lié à la limite d'un algorithme, des liens logiques. Et sur le plan de la logique, effectivement, cette logique est irréprochable, mais la logique, ce n'est pas la totalité de la pensée humaine. Alors, je vais avancer un petit peu en revenant sur aussi l'intelligence artificielle qui dit qu'à un certain moment donné, elle pourrait résoudre en fait tous nos problèmes. Elle pourrait se substituer à l'intelligence humaine dont on vient de parler pour prendre des décisions qui seraient peut-être, elles, plus rationnelles, sans affect. Alors, c'est vrai que, par exemple, sur le plan médical, sur le plan juridique même, sur le plan de l'analyse d'un problème, voire de la compréhension d'une problématique, cette machine peut être très, très performante. Mais vous aurez toujours besoin d'un être humain au début, pour fournir les données. Un diagnostic s'établit sur des données qui ne sont pas seulement des données objectives, mais des données subjectives. Si je vous demande comment vous vous sentez, c'est une donnée subjective. Elle est essentielle pour établir un diagnostic médical. Est-ce que vous vous sentez coupable pour établir une ligne de défense juridique? C'est indispensable à un moment donné que je puisse savoir ce que vous sentez, pas seulement ce que vous savez. Et donc, il faut un humain à la base, en amont, et un autre en aval. Parce que produire un diagnostic, il faut aussi un humain. Si je dois vous annoncer que vous avez une maladie difficile à soigner, je vais devoir faire preuve d'empathie, multiplier les mécanismes qui montreront que je conçois la souffrance que je produis chez vous en vous annonçant ce diagnostic, mais que je crois en votre guérison future. C'est comme ça qu'on va alimenter la résilience de quelqu'un. Et ça, une machine ne peut pas le faire. On le sait, les messages stéréotypés, il suffit de s'engueuler avec une machine, ça arrive très souvent. Les messages stéréotypés qui vont nous sortir sont risibles, parce que évidemment que la machine n'a pas été affectée, y compris par notre flot d'injures. La machine n'est pas capable de collecter à quelqu'un qui serait considéré comme son semblable. Les machines ne peuvent interagir que les unes avec les autres. Pour interagir, il faut un être humain qui interagisse avec d'autres. Et donc, même si la qualité, par exemple, de la lecture d'une radiographie est meilleure par un outil, la façon dont les résultats de cette radiographie vont être communiqués à un semblable ne pourra jamais se faire que par un être humain. Donc on aura toujours besoin de radiologues, on aura toujours besoin de médecins et on aura toujours besoin d'avocats. Il suffit d'avoir assisté, et j'ai eu le plaisir de le faire une fois, à une plaidoirie de Dupond-Moretti, par exemple, pour comprendre que ça, une machine ne saura pas faire. Parce que la mise en scène de lui-même qu'il réalise, ça ne peut se réaliser que par rapport à ses semblables. Et ça ne peut être qu'un être humain qui réagit par rapport à d'autres semblables et qui se met en scène par rapport à eux. C'est ce qui explique effectivement que certains avocats sont de grands avocats, voire de très grands avocats. Ce n'est pas la qualité de leur argumentation, c'est la manière dont ils l'ont mis en scène. Et ça, une expression particulière. Voilà, et ça, la machine n'y arrivera jamais.
Donc en fait, on sent bien qu'à la fois en amont et en aval, on a besoin de l'humain, à la fois pour développer les programmes, etc., pour utiliser toutes les données qui sont collectées. Exactement. On en fait quelque chose, il y a une vraie problématique derrière, parce que si on s'appuie sur l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a quand même un but qui est cherché, mais qu'en même temps, même s'il y a une analyse qui peut être juste, qui peut être très technique, spécifique, l'humain va aussi reprendre la main et revenir sur cette interprétation et lui donner corps, en fait, ou en tout cas vie, c'est ça? Voilà. La communication expressive sera toujours réalisée par un être humain. Et donc, il faut effectivement une complémentarité avec la machine. Moi, je n'ai aucun souci, si j'ai un discours à faire, à le faire réaliser par ChatGPT. Mais la manière dont je vais exprimer ce discours, là, effectivement, c'est tout le travail des personnes qui ont des capacités d'éloquence. Et ChatGPT va effectivement, peut-être, sur ce plan de la rhétorique, être en mesure de modifier les règles et de modifier ce qui est attendu comme qualité. Ce qu'on appelait auparavant, et qui est un moment essentiel, quand on fait des conférences, on sait que c'est un moment essentiel, la captatio benevolae, c'est-à-dire le moment où on capte finalement la bienveillance de l'auditoire. C'est un moment magique. On les emmène. Qu'on reconnaît, on se dit, ah là, ok, ça va, je l'ai. Là, la machine ne sait pas le faire, puisque tout est prononcé de façon neutre. Et donc, la façon dont on va utiliser la rhétorique, c'est pas seulement une capacité d'argumenter, c'est une capacité de mettre en scène cette argumentation pour persuader. Et c'est ça, la machine ne peut pas le faire. On le voit avec des étudiants, par exemple. Les étudiants utilisent de plus en plus ChatGPT. Et il faut accepter qu'ils le fassent. Et un étudiant à qui on dit « mais tu n'utilises pas tous ces mécanismes-là », c'est absolument insensé. Il va évidemment tout de suite découvrir que vous êtes un enseignant d'une autre génération et que il y a quelque chose de ringard. Va chercher les ressources. Mais les deux questions que je vais poser à un étudiant quand il m'amène un texte très bien argumenté, c'est qu'est-ce que tu peux dire toi de ce texte-là et qu'est-ce que tu ressens derrière tout ça. Et à partir de là, je l'ai vu avec de nombreux étudiants, on a une argumentation sur l'argumentation qui est une forme d'argumentation au carré, qui est une argumentation de très belle qualité. Le texte est effectivement bien ficelé et ce n'est pas du tout... C'est de la matière, ça devient de la matière. Ce n'est pas leur compétence, mais leur compétence, ce sera d'utiliser. Et on voit à ce moment-là des étudiants, parfois étonnants, qui avaient peut-être un peu de mal avec l'orthographe, avec finalement la mise en place formelle du texte, qui se mettent à argumenter réellement avec intelligence, parce qu'ils ont pris le temps de lire ce texte, et que, je disais tout à l'heure, Hegel, Schopenhauer et Kant qui se sont mis ensemble pour faire un texte pour cet étudiant-là, je vous assure que lire ce texte, publié à la façon de ces trois grands philosophes, c'est pas nécessairement un texte très facile. Et la simple question, qu'est-ce que tu penses de ces différents arguments, elle vous permet de creuser dans ce qui va être l'enjeu majeur de l'éducation pour les enfants, pour les adolescents et pour les étudiants. Ce ne sera pas leur façon de capter des informations. Ils ont à leur disposition un monde entier qui va leur permettre d'en capter partout, mais de faire preuve d'érudition, c'est-à-dire creuser ces informations pour en faire des objets de connaissance. Ça, c'est tout. Ça, c'est l'enjeu, en fait. Et c'est tout l'enjeu de l'enseignement scolaire qui va devoir changer de forme sur ce plan-là, c'est-à-dire s'appuyer sur les informations qu'ils ont collectées. Et construire à partir. Et on le voit avec cette nouvelle génération qu'on appelle la génération de verre, ces enfants d'une douzaine d'années qui ont vécu le numérique comme étant un bain digital permanent. Eh bien, on le voit au niveau de l'information. Moi, j'ai été récemment à Annecy où j'ai eu j'étais surpris parce que c'était une conférence que je vais donner à des adultes et je me retrouve devant un public d'enfants. Alors c'est un peu surprenant. Et c'était ma conférence la plus agréable de l'année parce que j'ai eu affaire à un questionnement hyper intelligent, une quantité d'informations éparpillées, disparates qu'ils avaient, mais qu'ils n'étaient pas en mesure d'installer en connaissance. Et donc simplement les amener à pousser et de structurer, c'est ça, un petit peu plus loin. Je me souviens de cette petite fille qui me disait mais moi, l'infobésité, ça me rend vraiment grosse. Elle était convaincue que c'était un poids physique. Et donc, on a creusé simplement l'information sur l'infobésité qu'elle avait effectivement recueillie. Et on a été plus loin à partir des informations qu'elle recueille. Eh bien, ChatGPT, c'est la même chose. C'est un grand collecteur d'informations. On a fait le même procès à Wikipédia. Wikipédia est évidemment, au terme alors, c'est quelque chose qui ressemble à ce que Teilhard de Chardin, qui est quand même pas un progressiste a priori, avait prophétisé lorsqu'il disait on va dépasser la géosphère
dépassé depuis longtemps, la biosphère, on va arriver à ce qu'on appelle la noosphère. C'est-à-dire cette espèce de monde commun dans lequel les connaissances seront partagées par tous et on pourra tous communiquer à propos de ces connaissances. Il était en train, alors que les premiers ordinateurs n'étaient même pas en place, de nous prophétiser Wikipédia et les réseaux sociaux. Et il ne vivait pas ça comme quelque chose qui était un désastre. Au contraire, participer à un savoir commun. On le sait, Wikipédia, c'est très intéressant. Moi, quand je donne cours à mes étudiants, je sais que je ne vais pas avoir des garçons et des filles, je vais avoir des Apple et des non-Apple. Ils seront tous avec des ordinateurs. Si je lutte contre ces ordinateurs, en disant allez, tout le monde papier-crayon, parce que je sais bien que vous faites tout à fait autre chose, il y en a qui sont sur les réseaux, ils sont multifonctionnels, hein, donc ils passent d'une activité à l'autre. Plutôt que de lutter contre, j'utilise effectivement ce qui est mon concurrent absolu, mais que je ne vais jamais chercher à égaler, c'est Wikipédia, en disant, voilà, pendant le cours, je vais dire 2 grosses conneries. Ceux qui arrivent à les repérer, en utilisant Wikipédia, des erreurs de date, des erreurs de chiffres, ont 6 points de bonus à l'examen. Ça y est, là. Alors, ce qui est tout à fait surprenant, c'est qu'ils trouvent toujours des erreurs que je n'avais pas prévues. Ça, c'est un petit peu vexant, mais c'est une des réalités aussi, c'est qu'ils apprennent la distance critique par rapport à un savoir qui n'appartient pas à une seule personne, mais qui est partagé. Et ce qu'il faudra faire comme pas supplémentaire, c'est une distance critique par rapport à Wikipédia. S'ils ont cette double distance critique, ils seront préparés à évoluer dans un monde où les informations seront disponibles pour tous, mais ne seront pas toujours fiables, où les textes argumentés seront accessibles pour chacun, mais devront susciter l'effort d'une érudition suffisante pour en comprendre les fondements. Donc là, on a alors plusieurs choses, parce qu'en vous écoutant, la première des choses qui me venait sur une forme d'analogie sur, par exemple, un auteur qui va écrire une chanson et l'interprète. Et en se disant, sur un texte, par exemple, comme peut générer ChatGPT, c'est ça, dire on a un texte, que va donner l'interprétation. Donc voilà, déjà une première idée, peut-être mnémotechnique, en disant on pourrait avoir un peu ça. Oui, on pourrait avoir quelque chose qui est de l'ordre d'un texte, et même d'une musique, parce que ChatGPT saura vous composer des musiques absolument tout à fait techniquement irréprochables. L'émotion nécessaire pour devenir l'interprète, c'est-à-dire se réapproprier. Un interprète, c'est pas quelqu'un qui se contente de recopier, c'est quelqu'un qui interprète au sens plein du terme. Et je parlais tout à l'heure des textes philosophiques, on va vous demander de les interpréter. Kant, Hegel et Schopenhauer se sont mis ensemble pour te produire un texte, interprète ce texte. Et donc c'est l'interprétation, c'est-à-dire la manière dont moi-même j'analyse les choses et la manière dont moi-même je les ressens, je les éprouve, de façon à produire quelque chose qui est de l'ordre finalement d'une performance. C'est ça qu'on doit attendre d'un étudiant qui sera probablement un étudiant dès son entrée à l'école jusqu'à la fin de sa vie. C'est fini les trajectoires diplômantes. On va apprendre. On est sur un parcours. Et ces connaissances vont être mises à un parcours d'acquisition de compétences multiples qui sont mises à notre disposition sous une forme élaborée d'informations, mais insuffisamment élaborée pour en faire des connaissances. C'est pas parce que vous arrivez à produire un texte du niveau de Kant que vous comprenez Kant et que vous êtes en mesure de l'interpréter. C'est pas parce que vous pouvez faire, par exemple, demander à ChatGPT de vous faire un poème à la Prévert, il vous le fera très très bien et ce sera très joli. Vous pouvez même utiliser Prévert et Éluard et dire mais je veux que les deux écrivent ensemble. Donc c'est magnifique quand même d'avoir à notre disposition 2 grands poètes pour sortir un texte. Eh bien, la façon dont je vais ressentir ce texte, la façon dont je vais... Et la poésie est vraiment l'épreuve ultime de ChatGPT, parce que la poésie se donne le droit de produire de l'incompréhensible, de produire de l'étonnement. Simplement, ça doit faire éprouver des sentiments. Tous ceux qui lisent des poésies le savent. Celui qui lit avec la volonté d'analyser et de comprendre, il va très très vite se lasser de la poésie. Celui qui va simplement interpréter cette poésie et quelle résonance poésie, ça peut avoir, la bien poésie sûr. se lit, mais se récite aussi, se visualise, pour qu'il y ait une musicalité qui va chercher dans votre cerveau ce que ChatGPT ne fera jamais, aller chercher des métaphores, des images, des métonymies, c'est en construire, mais il ne va pas les chercher pour le plaisir simplement d'imager les connaissances. Et donc c'est quelque chose qui va soulager le cerveau humain de ce qui est peut-être finalement les manifestations les plus triviales, la recherche de logique, d'argumentation logique. Ça oui, laissons ça aux machines, laissons les machines gagner aux échecs, c'est pas un problème. On peut toujours organiser des tournois d'échecs entre êtres humains qui laissent la machine bien en dehors. Ça c'est un plaisir aussi de jouer. C'est un plaisir aussi, mais la vie n'est pas
qu'une partie de joueur d'échecs. Il y a plein d'autres choses. Et on peut, à partir effectivement du soulagement qu'on produit par rapport à notre cerveau, qui va inciter simplement à rendre le cerveau disponible pour d'autres choses. C'est pour ça que je suis terriblement féroce avec les diagnostics d'hypersensibilité, etc. C'est la sensibilité humaine qui va probablement être la piste de sortie la plus importante à cette invasion du numérique sur toutes les capacités humaines. L'hypersensibilité, non, on est normalement sensible, on peut même l'être énormément, mais il faut simplement que le monde contrôle le type d'émotion qu'il provoque, parce que si vous êtes envahi d'émotions excessives, ça devient difficile à vivre. Mais pouvoir faire en sorte que les enfants, très tôt, puissent accepter cette sensibilité comme une véritable qualité. Un atout, une valeur ajoutée aussi, en compréhension du monde, peut-être. Exactement, en compréhension du monde et en compréhension sensible du monde. On le sait aussi. On le sait, l'écologie, par exemple, est un enjeu majeur, et c'est un enjeu majeur qui pousse les personnes qui s'en préoccupent à devenir sensibles à la beauté du monde. Et l'écologie est très très proche d'une forme d'éthique de l'esthétique qui fait qu'on finit par être sensible à la beauté du monde. Et ça, vous pouvez prendre l'ordinateur le plus performant du monde, il saura vous décrire chimiquement, je vais dire, un paysage, mais jamais éprouver un sentiment par rapport à un paysage bucolique ou sublime. Alors ce qui est vraiment, j'allais dire, de manière triviale assez géniale, c'est qu'on garde vraiment notre humanité, que tout ce qui est émotionnel, sensibilité, fait partie de toute façon de ce qu'on a à vivre, et puis qui nous servira à décrypter le monde, et que dans ce que j'entends, l'intelligence artificielle est un outil qui est au service, qui est vraiment là pour nous faire gagner du temps, pour nous donner peut-être, pas étayer une réflexion, mais en tout cas nous donner un support qui nous permet peut-être d'aller encore plus loin. Mais on a beaucoup payé, on a payé très cher en tout cas, cette image dualiste du cerveau, qui serait liée à un cerveau émotionnel et un cerveau rationnel. C'est pas vrai, tout ça est imbriqué l'un dans l'autre. Et Damasio le montre très bien quand il parle de l'erreur de Descartes, c'est ce qu'il explique, c'est finalement pas... le poids supplémentaire des émotions, mais l'idée que tout est emmêlé dans l'intelligence et qu'il y a un monopole de l'émotion qui est celui de l'être humain. Et donc, c'est pas seulement que ça va, je vais dire, obliger l'être humain à travailler beaucoup plus, cette intelligence sensible, cette intelligence émotionnelle, c'est que ça va l'amener à rendre cette intelligence complémentaire avec l'intelligence rationnelle. On articule en fait. Voilà, on ne va pas couper les choses en deux. Les poètes, les philosophes, les textes argumentés, tout ça, c'est une façon d'être humain qui suppose à un moment donné que si vous êtes dans la rationalité absolue, et beaucoup de personnes qui ont des arguments, je vais dire, défavorables à ChatGPT sont dans cette idée d'avoir sacralisé l'intelligence rationnelle au détriment des autres. Et donc là, sur ce plan-là, on est battu par l'ordinateur et c'est pas grave. Au contraire, c'est même plutôt quelque chose qui va nous libérer pour faire d'autres choses et pour vivre d'autres choses et pour vivre d'autres choses ensemble. Il faut aussi toujours privilégier chez l'être humain ce que l'ordinateur est incapable de le faire. L'ordinateur fonctionne toujours individuellement. C'est un programme qui fonctionne sans relation, sans s'harmoniser avec les autres. Vous pouvez le connecter à d'autres, mais vous aurez juste un acteur réseau, système qui aura augmenté en réseau. Mais l'harmonisation des qualités des uns, des autres, des points de vue différents, mais qui ne sont pas des points de vue qui se hiérarchisent, ça c'est typiquement humain. Et donc l'intelligence collective, on va sortir ensemble un texte sorti par ChatGPT, et puis ensemble, on va produire autre chose à partir de la discussion qu'on aura. Et là, c'est l'intelligence collective qui va se mettre en mouvement. Alors de ce fait, j'entends ça, j'avance, puisque comme on a abordé des sujets un petit peu différents, mais je reviens de ce fait là sur l'école. D'abord, je pense que ça peut rassurer en vous écoutant les parents, parce qu'en se disant, on va faire avec ce qu'on a, avec cette intelligence artificielle qui est... un outil qui reste bien au service, qui va pouvoir aider les enfants, et on pourrait voir comment on peut aider les enfants qui sont en grande difficulté, par exemple. Il va y avoir certainement des idées. Mais cette intelligence collective, quand on est par exemple avec des enfants qui sont en âge d'écrire, en âge de commencer à produire, etc., voilà, comment on pourrait utiliser, si on avait une utilisation qui serait intéressante avec ChatGPT sur une séance en classe, par exemple. Comment fonctionne ça ? En fait, il faut surtout éviter de penser que c'est par exemple, on parle de l'écriture ou les écrans. C'est l'écriture et les écrans. Les Japonais l'ont très bien compris. Si vous prenez un enfant japonais, vous retournez son cartable
vous allez retrouver des crayons d'écriture, vous allez retrouver du papier d'écriture et vous allez trouver un tablette écran. peut-être, oui. Vous allez trouver les deux parce qu'ils vont vous dire de manière très très précise que la calligraphie, c'est une façon de poser sa pensée en accordant suffisamment d'importance à ce qu'on va écrire et notamment, par exemple, il ne vous viendrait pas à l'idée de taper à la machine sur un écran d'ordinateur une lettre amoureuse. Une lettre amoureuse, ça s'écrit, évidemment. Ça s'écrit parce que les Japonais vous le diront sans doute encore mieux que les Occidentaux. On va être attentif à la manière dont l'autre a pris le soin d'écrire les choses, le temps qu'il nous a consacré, etc. Et vous avez tous ces mécanismes-là qui fait qu'on ne doit pas être dans l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Et il faut les pédagogies nouvelles vont être des pédagogies de l'alternance. Il faudra passer à des pédagogies multiples, sur le plan pédagogie active, pédagogie plus traditionnelle, tous les champs pédagogiques, mais aussi des supports. On change de support. Là, on utilise ChatGPT. Là, on n'utilise pas. Parce qu'on va essayer de produire quelque chose entre nous de terriblement humain. Et on va se passer de la machine. Mais ces moments d'alternance, la lecture par exemple, la lecture évidemment doit être intégrée dans les compétences très très tôt, qui sont les compétences qu'on doit transmettre à nos enfants. Mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre, que si on veut transmettre une compétence comme la lecture, il faut soi-même être un lecteur. La seule façon de faire, c'est de montrer qu'en tant qu'adulte, on éprouve du plaisir à lire. Que l'adulte aussi montre qu'il peut éprouver du plaisir à réaliser une calligraphie. C'est ce que font les Japonais. Et chez les Japonais, effectivement, il ne faut pas idéaliser le modèle, parce que la calligraphie... C'est un exemple, on est d'accord. Oui, produit aussi des drames absolus quand vous avez une exigence de qualité excessive et que certains enfants sont en difficulté par rapport à cette exigence excessive. Mais sur le plan de la place de l'écrit dans la culture japonaise, vous avez des adultes qui écrivent, qui montrent effectivement aux enfants l'importance que ça peut avoir de le faire. Et vous avez toute une culture qui se met en place. C'est important qu'on garde, et c'est pour ça qu'il n'est pas question de lutter contre les écrans, contre l'évolution numérique, mais de travailler avec cette évolution numérique. Par exemple, dans les métiers qui vont changer. Je sais que la personne qui vient de produire une espèce de gros buzz en disant « je démissionne parce que je me rends compte que ce que j'ai mis en place, ce que j'ai contribué à enfanter va faire perdre énormément d'emplois », très bien de mettre un garde-fou. Mais ce qu'il faut, c'est utiliser ce garde-fou, non pas pour dire on va faire reculer ChatGPT, mais on va réfléchir ensemble quels sont les métiers nouveaux qui vont se mettre en place. Par exemple, c'est très très bien en formation professionnelle, dans l'enseignement, de faire des tutoriels. Très bien, de 7-8 minutes, très bien construit. On a constaté, la recherche le montre de manière très évidente, que si vous abandonnez la personne devant un tutoriel, elle va n'apprendre qu'une infime partie et elle va lâcher très très vite. Si par contre vous dites, il y a un compagnonnage en fait. Tu vas le regarder avec quelqu'un, voilà. Avec quelqu'un qui connaît ce métier-là, qui saura simplement en discuter avec toi devant l'écran. Un écran interactif, il faut absolument que les parents comprennent ça. Un écran n'est jamais interactif. Il devient interactif quand vous mettez deux enfants face à l'écran. Faites-le avec un jeu vidéo. Vous dites, ok, tu peux jouer aux jeux vidéo, mais vous devez être toujours deux minimum. Ah ben, vous allez voir comme les écrans deviennent interactifs, parce qu'ils vont discuter entre eux, ils vont devoir s'échanger la manette. C'est tellement interactif que ça produit parfois des disputes. Mais vous avez en tout cas une interaction à gérer, et ce n'est pas l'écran qui interagit. Une interaction pédagogique à partir d'un écran, c'est un formateur, une personne qui regarde le tutoriel, et l'écran. Et là, vous avez une interaction. Là, on a vraiment le trio. Et on le voit d'ailleurs à ce moment-là que les apprentissages se réalisent de façon très positive. Et ça vous permet, par exemple, en formation professionnelle, de faire en sorte qu'une entreprise qui a besoin d'un savoir très pointu dise, moi je veux recruter quelqu'un, non pas qui a ce diplôme-là, mais qui a cette compétence-là. Et cette compétence-là, elle ne peut être distribuée que par des enseignants qui sont aux États-Unis, pour le moment. Pas de problème, on prend un tutoriel. Mais on met à côté de toi quelqu'un qui va être capable de discuter avec toi de la façon dont l'apprentissage se réalise. Et donc, c'est ce qu'on appelle le figital. Et les centres de formation professionnelle vont de plus en plus devoir aller dans cette dimension-là. De développer ça. Et on aura besoin de formateurs qui seront des accompagnateurs de processus de formation et d'apprentissage.
c'est tout à fait efficace sur le plan pédagogique et ça crée des nouveaux métiers. Évidemment, la formation à l'ancienne, c'est-à-dire quelqu'un qui vient expliquer à un groupe d'élèves et qui, celle-là, elle a sans doute vécu parce que maintenant, il y a des manières plus efficaces d'agir, mais il y aura toujours un besoin de formateurs, peut-être même en plus grand nombre, parce que le pour principe, accompagner, ce en sera fait, d'accompagner individuellement les personnes pour un temps limité sur l'acquisition d'une compétence. Et donc, c'est à ça qu'on doit réfléchir pour le moment, plutôt que de pousser des cris d'Orphée et de se dire mais catastrophe, on déshumanise. Non, on va réhumaniser de plus en plus. Et le principe, c'est de nouveau cette phrase de Victor Hugo, ne pas broyer des gens. Ça veut dire que si des métiers doivent être mis en mutation, il faut déjà le préparer maintenant. Oui, ça s'anticipe en fait, on est bien d'accord. Il faut le préparer avec les enfants déjà dans les écoles. Et c'est pour ça que pour le moment, c'est important de mettre en place des formes pédagogiques qui tiennent compte de ces évolutions et d'y réfléchir. Et dans ce que vous dites là, moi j'entends bien que par exemple si on veut travailler avec des enfants qui sont en grande difficulté, là on a une piste hyper intéressante. Évidemment. Et d'ailleurs, pas que pour les enfants en difficulté, d'ailleurs je ne vais pas réduire, mais pour tout le monde, on peut travailler autrement et de se dire qu'on a entre les mains un outil fantastique. Simplement qu'on ait peut-être besoin d'entrer dans une culture numérique aujourd'hui différente, d'en avoir moins peur et de voir où en sont les limites et de l'utiliser. Un exemple même pour un enseignant qui dit voilà, j'ai ce contenu-là à diffuser, je veux le diffuser en utilisant des méthodes actives, je veux le diffuser en utilisant des méthodes traditionnelles ou des méthodes plus réflexives, critiques. Je tape ça sur ChatGPT, il va me faire 3 cours. Après, évidemment, c'est l'être humain qui va activer ces cours. Jamais la machine ne remplacera, mais j'aurai un canevas qui me permettra de varier les approches pédagogiques, de les varier aussi en fonction des enfants, parce que pour lui, c'est plus utile de l'adapter de cette manière-là, parce qu'il a une manière d'acquérir les connaissances qui fait que la pédagogie active, chez lui, ça résonne très très bien, chez lui, moins. Et donc, il a plus besoin d'un support traditionnel, d'une manière traditionnelle d'avancer. Eh bien, on pourra diffuser les deux façons de faire. Voilà. Mais c'est ce qu'on appelle, un mot qui m'a toujours dérangé, les accommodements raisonnables. C'est-à-dire, en Belgique, on appelle cette manière de faire, dès que vous avez un diagnostic, que ce soit en hyperkinésie, que ce soit... Peu importe ce qui est repéré, quoi. Oui, dyslexie, dysorthographie, disent tout ce qu'on veut. Vous avez l'obligation de l'école maintenant de mettre en place des procédures individualisantes. C'est terriblement fastidieux pour les enfants, pour les enseignants, pardon, et c'est aussi très inégalitaire pour les enfants, parce que les parents qui ont la possibilité d'aller chercher un diagnostic médical ont la possibilité de réclamer, alors que les enfants, souvent de milieux moins favorisés, n'ont pas cette possibilité. Et subissent, en fait. Et eux doivent avancer avec le rouleau compresseur, avec des supports numériques qui permettent à l'enseignant de s'adapter, parce que c'est compliqué d'être enseignant. Quand vous devez donner un cours simultanément à un groupe, c'est le principe de l'enseignement, tout est en étant attentif à la façon dont chacun va le recevoir individuellement. Là, il y a des supports numériques qui vont permettre aussi aux enseignants d'être aidés, mais ce support numérique ne sera jamais suffisant. Vous devrez toujours l'accompagner de quelqu'un avec qui il est possible de discuter, d'échanger à propos de ces méthodes. Et donc, on est dans ce changement de paradigme. Oui, voilà, c'était le mot paradigme qui me venait en se disant, au niveau de la formation, rien que des enseignants, on a déjà quelque chose d'important à faire, c'est-à-dire une appropriation, un accueil de cette nouvelle technologie, mais qui est vraiment, une fois encore, je vais utiliser le gros mot service, au service de l'enseignement, mais et en quittant en fait tout ce qui pourrait susciter de la crainte, ou en disant mais je perds ma créativité, je perds tout ce qui est émotionnel, le lien, en fait c'est pas vrai du tout. On aura le temps d'être créatif. Le principe c'est de ne pas être aliéné à la machine en supposant qu'elle pourrait tout faire. Elle ne pourra pas tout faire. La créativité, l'inventivité, l'étonnement, l'interprétation, on y revient. Mais l'enseignant c'est quoi? C'est un interprète. Vous savez que c'est ce qui fatigue le plus un enseignant quand il donne cours, c'est la manière dont il va en permanence repérer, en balayant, et on le fait quand on fait des conférences, on a le même mécanisme, et on a pu vérifier dans le cerveau, la partie du cerveau, qui faisait que l'enseignant balaye en permanence son auditoire, repère les moments d'attention moins focalisés, d'inattention complète, de manque de concentration, et il va adapter son discours en permanence. Et aller rechercher les personnes. L'ordinateur ne sait pas le faire. Et ce que l'ordinateur ne sait pas faire non plus, c'est que pour aller rechercher ces personnes, l'enseignant va se mettre en scène, lever les sourcils, mettre son dos en l'air. Tout ça, ce sont des mécanismes
exténuant, hein, c'est ce qui explique que les enseignants la fatigue. sont épuisés au oui, bout vous d'une nous journée, l'aviez déjà dit, parce oui, que, je me souviens. mais ça, la machine ne le fera pas. Et donc, dans tous les cas de figure, il faudra un accompagnement pédagogique humain qui est celui de l'interaction humaine. La machine ne va pas repérer les moments d'attention moindre, de dilution des mécanismes de concentration. Et donc ça, il faudra de toute façon que l'enseignant puisse interpréter les données qu'il peut éventuellement recevoir d'après une machine. Mais la construction, je vais dire logique d'un cours, ça peut être facilité par cet outil-là. Et donc ça peut soulager l'enseignant d'une partie de sa fonction qui lui permettra simplement de diminuer sa charge mentale et de l'utiliser. Et de mieux s'adapter peut-être pour accompagner. Alors, en Belgique justement, est-ce que vous avez déjà des formations qui sont mises en place? Non, pas du tout. Très clairement, mais c'est le gros problème de l'accompagnement, je vais dire, des enseignants, et notamment, non pas seulement des études, mais des études qui doivent aussi durer toute une vie. On est quand même très fort dans ce qu'on appelle le démerdanciel. Hein. On y revient. Tout le monde se débrouille comme il peut. Et surtout, on stigmatise beaucoup trop les enseignants qui n'ont pas envie d'investir là-dedans, qui se déclarent, et ils ont le droit de le faire, incompétents dans le numérique. Ils ont choisi ce métier, pas pour des raisons qui sont liées à l'évolution du numérique, mais pour des raisons qui sont liées à leur amour des enfants, de la pédagogie ou du métier. On doit permettre à un enseignant de dire « ça ne m'intéresse pas du tout, le numérique ». Et par exemple, nouvelle fonction, on l'a à l'université par exemple. À l'université, quand vous donnez cours, vous avez quelqu'un qui s'occupe de la digitalisation de votre cours. Et vous êtes tout à fait à l'abri de tout ce qui doit être mis en place d'un point de vue technique. C'est un peu ce que vous faites dans cette interview. Il y a une personne qui s'occupe de la technique et ça vous permet de vous centrer sur l'interview. Eh bien, il faut permettre aux enseignants aussi de le faire. Ça, et donc, ils doivent avoir des soutiens numériques à l'intérieur des écoles. C'est pas demain la veille. Hein, ça se travaille, on a quelques médiateurs numériques qui arrivent. Eh bien, médiateurs numériques, c'est le début de fonctions nouvelles qui vont permettre aux enseignants qui disent « moi, c'est pas mon truc », de ne pas s'obliger à dire « moi je suis contre l'ordinateur ». Parce qu'on constate que beaucoup d'enseignants qui se disent contre l'ordinateur sont en fait des enseignants qui se sentent incompétents face au numérique et qui donc préfèrent... Ils ont peut-être peur en fait. Peur, et c'est tout à fait légitime. Ils ont peur de leur propre incompétence, pas toujours assumée complètement, et donc plutôt que de déclarer cette incompétence et de l'assumer pleinement, ils vont dire que l'ordinateur c'est nul, que ça produit plein de désavantages, etc., etc. Et donc si on veut un débat serein autour de l'évolution technologique, il faut qu'on puisse apporter à chacun le support qu'il a besoin en fonction du niveau de compétence qu'il souhaite atteindre. Former tous les enseignants numériques, c'est un leurre. Vous avez des personnes qui ont une longue carrière dans l'enseignement. Si vous leur dites, mais il va falloir se former à des façons toutes nouvelles d'enseigner, impossible. Vous allez complètement les désorienter et vous allez les perdre. Mm-hmm. Et donc, dont on avait parlé aussi, le fait qu'il y a pour le moment une pénurie d'enseignants, il est lié aussi à ces mécanismes-là. Tout ça fait peur et il faut rassurer tout le monde en permettant à chacun de s'approprier le mieux possible l'outil en fonction de son désir de se l'approprier, du niveau d'appropriation qu'il souhaite. Pas mettre à tout va des formations aux enseignants nouvelles, chronophages, qui leur donnent l'impression qu'ils doivent dompter un monstre. C'est pas dompter un monstre, c'est apprivoiser un outil, une technique, et on peut mettre des médiateurs pour leur permettre de réaliser cet apprivoisement. Parce que sinon, on pourrait se dire que c'est l'ennemi à abattre en disant surtout pas, et en fait, le but n'est pas là. Mais est-ce que ça ne demande pas quand même une transition, parce qu'aujourd'hui on sent bien d'un point de vue générationnel. C'est la rapidité du changement technologique qui fait peur et qui doit dont il faut tenir compte dans les mécanismes d'accompagnement. Ça veut dire que justement la formation est un processus lent. Vous avez une évolution rapide et vous avez des formations en processus lent. Évidemment que l'enseignant se rend compte que tout ça est tout à fait incohérent. Et donc c'est un accompagnement pragmatique. On a vu apparaître ChatGPT, y compris dans les universités, de manière fulgurante. C'est arrivé, on a commencé à parler, les gens d'ailleurs au début qu'on se demandait ce que c'était, n'arrivaient même pas vraiment à le prononcer, et puis maintenant c'est déjà acquis que ça existe. Ça existe, et donc on ne nous demande pas d'apprivoiser progressivement, on nous demande de ne pas être aliénés, nous, par quelque chose qui nous est imposé parce que ça existe, au sens plein du terme, et à partir du moment où ça existe, il faut l'intégrer dans ce qu'on fait. Il ne faut surtout pas essayer de le chasser. Ça, c'est évidemment absolument impossible.
Et c'est négatif pour tout le monde. C'est négatif pour l'élève qui perçoit effectivement des adultes qui n'arrivent pas à concevoir une évolution. C'est négatif pour les parents qui ont l'impression effectivement qu'il y a un nouveau danger qui pourrait faire de leurs enfants des enfants fainéants, paresseux, enfants tyrans. On entend tout. Oui, voilà, on entend tout par rapport à ces évolutions rapides. Et donc le principe, c'est d'avoir un débat. Il y a un mot clé qu'on doit toujours avoir en pédagogie, c'est un débat serein. Arrêter le clivage. On n'est pas pour ou contre ChatGPT, on réfléchit à la façon dont on peut l'intégrer le mieux possible pour qu'il fasse de chaque être humain non seulement un être qui apprend, mais un être qui éprouve du plaisir à apprendre. À partir de là, tout ça ne peut être perçu que comme une évolution et comme peut-être une forme de démocratisation des savoirs, parce que tout va être mis à disposition de tous. Il faut savoir que les livres qui ont à un moment donné aussi suscité la crainte, lire Victor Hugo au 19e siècle, c'était vécu comme une dilution de l'imaginaire de l'adolescent. Donc c'était dangereux. Et c'était le début, effectivement, de livres qui ont fini par participer à une culture qui n'a été diffusée que chez ceux qui étaient en mesure de se procurer ces livres. Et donc on a créé effectivement des distances culturelles énormes entre les personnes. Ici, l'information est disponible pour chacun. La distance culturelle, elle peut se poser au niveau de l'aptitude des uns et des autres, l'appropriation, d'érudition, s'approprier et creuser. Creuser les savoirs. C'est vraiment là qu'il faut mettre toute la gomme pour que tout le monde puisse concevoir qu'un savoir superficiel, c'est aussi évanescent qu'une donnée qu'on transmet à un ordinateur. Ça veut dire que c'est du savoir volatile. L'érudition, c'est quelque chose qui vous pousse à connaître toujours plus. Et à creuser davantage, comme vous le dites. Voilà, parce que les élèves en sont capables. Moi, j'ai eu cette semaine... Ils sont passionnés par des sujets de Alors, il faut qu'ils le soient. Voilà. Et le principe, j'ai eu cette semaine un enfant qui m'était envoyé parce qu'il avait soi-disant des troubles de mémoire et de concentration. En fait, je lui demande ce qui l'intéresse. Il me dit Star Wars. Et puis, je lui demande, tiens, tu sais me donner les noms des personnages de Star Wars et les associer à leur planète. 400 noms associés à des planètes. Au niveau de la mémoire, il n'y a pas de souci. Il y a une vraie... Il y a une motivation. Il y a une motivation et un centre d'intérêt. Oui. Et donc, c'est vrai que là, on est dans de l'information qu'il a creusée par rapport à l'univers de Star Wars. Il fait preuve d'une érudition qui ne me fait pas lire, je suis incapable, moi, de le concurrencer. Et donc l'érudition, c'est aussi à un moment donné susciter de l'intérêt ou percevoir les domaines dans lesquels l'autre a trouvé de l'intérêt. Ce sont des nouvelles formes pédagogiques qui ressemblent d'ailleurs aux pédagogies actives, les pédagogies de Crowley, etc., qui sont des pédagogies qui travaillent avec les centres d'intérêt. Avec des programmes comme ChatGPT, par exemple, on va permettre effectivement de repérer les vrais centres d'intérêt. Allez produire un texte dans le domaine que vous avez choisi. Revenez avec ce texte bien construit et on va retravailler autrement ce texte. Et là, on peut vraiment aborder toutes les connaissances et compétences. Exactement, y compris la reproduction d'un texte. Alors, les résultats, on vient d'obtenir des résultats en Fédération de Bruxelles. Il y a un petit traumatisme parce qu'on est dans les derniers de classe au niveau des résultats en lecture de nos jeunes élèves. Et ce n'est pas lié du tout à la pandémie, puisque ce sont ça n'a pas diminué. Mais donc la vraie question se pose, c'est comment est-ce qu'on va, non pas gagner des places, parce que le PISA sert pas à essayer de gagner des places, mais comment est-ce qu'on va concevoir que nos enfants écrivent de moins en moins bien, lisent de moins en moins bien et comprennent de moins en moins bien. Alors, il faut déjà comparer ce qui est comparable. Le français est une langue compliquée, vous avez le même problème que nous avons en Wallonie. Et donc les résultats, parfois, ils sont biaisés par le fait qu'on a affaire à une langue compliquée. Mais il n'empêche, la compréhension de texte était une vraie lacune parce qu'on ne prend pas le temps, et ça c'est aussi le rôle de l'école, mais aussi des parents, de dire « tu as lu une histoire, raconte-la-moi. Qu'est-ce que tu en as compris ?» Parlons maintenant du point de vue de celui-là, de ce personnage-là. Tu me parles de Franklin, moi je voudrais que tu me parles de l'ours. Maintenant, comment lui, il a vécu les choses, eh bien, c'est ça, travailler sur cette compréhension. Creuse, en fait, c'est vraiment là. C'est de l'érudition, c'est du travail de compréhension, lorsqu'effectivement, mais la lecture restera une compétence à déployer, parce que l'absence de maîtrise de lecture, des tout derrière, de toute façon, vous empêche d'avoir du plaisir à lire, tout simplement. Et si puis, vous lisez en ânonnant, sans faire de... Là, on parlait de poésie tout à l'heure. Et de prosodie aussi, on va entrer exactement. Pourquoi est-ce qu'on demande aux enfants
et on doit encore le faire, et il faut absolument le remettre au goût du jour, de faire des récitations quand ils sont tout petits. C'est pas du tout pour travailler leur mémoire, c'est pour travailler la musique de la langue. Et suivant que vous êtes un petit Turc, un petit Algérien, un petit Français, un petit Wallon, vous prosodiez différemment, parce que la langue a une musicalité différente. Mais c'est fondamental de l'apprendre aux enfants, et donc apprendre par cœur des récitations, comme on le fait depuis des décennies, eh bien ça reste une compétence socle qu'on doit mettre en place au sein de l'école. Alors, on approche un petit peu de la fin de ce podcast parce qu'on pourrait vous écouter, c'est hyper passionnant. Je reviens un tout petit peu en arrière sur ce décalage qu'on peut avoir entre l'école et tout ce qu'on a à mettre en place. Peut-être ce temps aussi, ce temps qu'on doit prendre et qui est nécessaire pour creuser les apprentissages avancés et ce qu'on vit en famille avec cette technique, cette rapidité, cette immédiateté. Comment on peut articuler les deux et faire que les deux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, soient un peu plus sereins ou que ça soit plus apaisé? C'est vraiment une toute bonne question, c'est la bonne question de l'école. C'est comment est-ce qu'on va harmoniser les choses entre les savoirs explicites de l'école, l'école programme les apprentissages, c'est son rôle, et les savoirs implicites de la famille. Et la différence entre les deux, c'est qu'à l'école, on doit apprendre en sachant où on va. Parce qu'il y a des programmes, parce qu'il y a un objectif. Il n'y a que les enseignants qui savent faire ça. Quand les parents veulent faire l'école, c'est une catastrophe parce qu'ils ne savent ni programmer ni séquencer les apprentissages. Et donc, c'est cette idée que, y compris dans le numérique, on va programmer et séquencer les choses. De l'autre côté, certainement pas. On n'a pas d'objectif pédagogique, mais on apprend quand même. On apprend autrement. Comme socle, le plaisir partagé. Par exemple, on va regarder ensemble un dessin animé, et puis tu me racontes le dessin animé. Mais c'est d'abord, on regarde le dessin animé ensemble. Et c'est important que l'école et la famille puissent tenir compte que les évolutions technologiques font, par exemple, que les dessins animés sont de plus en plus regardés individuellement par les enfants, chacun son écran, et que ces écrans ne suscitent plus de partage. Et donc là, effectivement, dans la famille, il faut se dire, mais intéressons-nous à ce que regardent nos enfants sur les écrans, pas contrôler le temps d'écran, mais s'intéresser à ce qu'ils regardent pour en faire des contenus pédagogiques. Et à l'école, évitons de faire en sorte, et c'est évidemment le cas de plus en plus, que l'écran soit considéré comme un ennemi. Ça veut dire qu'il est intégré dans des pédagogies explicites, alors qu'il est utilisé pour mettre en place des pédagogies implicites en famille. Mais l'écran a sa place partout, et une place qui, de nouveau, doit mettre plus de place encore à l'humain. Si vous regardez un dessin animé, que vous avez 5 ans et que je vous dis après, tiens, raconte-moi un petit peu le dessin animé, eh bien, je suis en train de mettre en place une véritable relation humaine. Et vous n'êtes pas en train de déshumaniser parce que l'enfant est resté face à l'écran. Par contre, si vous faites l'économie de ce moment où on raconte une histoire, eh bien là, vous avez un écran qui a pris en charge l'intégralité et toute la place de l'éducation implicite. Et ça, ce sont de très bons pédagogues, les écrans, mais de très mauvais babysitters. Ils ne sont pas là pour garder nos enfants. Et donc, il faut toujours s'intéresser au contenu pour pouvoir en faire un lieu d'échange. Donc, on retiendra quand même que la boussole morale qu'on peut avoir par rapport à l'intelligence artificielle, c'est d'abord la nôtre, et de se dire, on en fait quoi, à quel moment, et surtout de ne pas en avoir peur, on est d'accord ? Voilà, tout à fait. Alors, intelligence artificielle, ça veut dire aussi intelligence superficielle. Donc, il ne faut pas en avoir peur, il faut oser la creuser en permanence et la rendre la plus humaine possible en faisant toujours un objet de partage. Il y a un mot qui est essentiel quand on parle du numérique, c'est le mot semblable. Un ordinateur ne sera jamais notre semblable. Et l'interaction ne se réalise jamais qu'entre personnes qui se sentent suffisamment semblables que pour interagir l'une avec l'autre. Merci pour cette première partie de podcast. Alors, pour continuer, et juste pour une dernière petite question, parce que comme vous êtes déjà venu, la fois dernière, on avait vu un petit peu ce qui vous ressourçait, ce qui vous détendait, etc. Vous nous aviez parlé beaucoup de lecture. Vous écrivez aussi beaucoup. Hein. Je vous suis sur les réseaux, justement, et j'apprécie ces petits billets du matin que je trouve très riches. Aujourd'hui, est-ce que, justement,
une chose, vous auriez à nous partager votre dernière lecture ou quelque chose qui vous a vraiment humainement vous a apporté, ou une expo ou quelque chose. Mais de manière tout à fait spontanée, Une maison de Julien Gracq. C'est un tout petit livre qui a été retrouvé de manière un petit peu surprenante, parce que c'était pas du tout prévu qu'il soit publié. Je trouve cette lecture prodigieuse parce que ça nous montre effectivement comment quelqu'un peut décrire simplement une maison qu'il voit et ouvrir des voies de la sensualité. Ça, c'est un texte que ChatGPT ne saura pas du tout réaliser de cette façon-là, parce que, évidemment, il saura écrire à la façon de Julien Gracq. Je pense que si on donne les bonnes données, on va dire. On peut tous le faire, écrire à la façon d'eux, comme peindre à la façon d'eux, mais transmettre cette émotion que l'on ressent quand on est dans quelque chose qui est à la fois anodin mais complètement mystérieux, qui est une maison dans une forêt, et que cette maison de la forêt nous donne simplement l'accès à une ombre qui devient réellement une ouverture à toute notre sensualité, à tout ce qui à un moment donné fait qu'on va apprendre à se connaître et à savoir qui on est dans cette mini-épopée. Donc c'est un tout petit livre. Je l'ai lu en même temps qu'un autre livre, qui est aussi un livre coup de cœur, mais lui qui n'est absolument pas connu en France, parce que c'est une auteure belge, presque régionale, qui a écrit un livre qui parle aussi de cette maison, qui s'appelle, si je me souviens bien, Tu n'es plus dans cette maison, et qui parle effectivement, c'est Violaine Grison, c'est quelqu'un qui écrit de la même façon que Julien Gracq, sur une maison dans laquelle a existé quelqu'un qui va participer à ma résilience. Sur et cette personne ne reviendra jamais, mais je vais de nouveau réinvestir cette maison pour simplement accueillir d'autres personnes qui feront également preuve de résilience. Alors ce sont deux livres qui parlent de maison et qui sont des livres que je considère comme des livres refuges, parce que c'est ça. Un livre aussi, c'est un endroit dans lequel on peut se retirer, on est bien et à l'abri du bruit du monde. Et donc quand on lit, notamment quand on lit la nuit, ce qui est souvent mon cas, eh bien on est dans sa bulle. Une double bulle. Il y a une bulle, c'est l'endroit où vous êtes pour lire, et puis il y a une double bulle, le texte qui est le texte dans lequel vous êtes, et ce sont deux livres fulgurants sur ce plan-là. Alors merci pour ce partage. De ce fait, on mettra évidemment les coordonnées en dessous pour aller plus loin. Et je reviens sur ce que justement on partage, c'est aussi pouvoir lui donner corps, entre guillemets. C'est-à-dire ce que vous avez pu exprimer là, nous on pourra aller le voir aussi et essayer peut-être d'échanger. Alors sur ce qui vient d'être partagé, on retiendra peut-être que l'intelligence artificielle n'enlève pas notre humanité, loin de là. C'est une vraie valeur ajoutée. Les craintes que son utilisation peut susciter sont peut-être fondées sur un point de départ quand on en a peur, mais à un moment donné, on peut vraiment travailler derrière et de se dire comment on creuse les données, comment on permet à une intelligence collective de se développer avec un outil qui est celui-là, et même à l'école. Donc merci Bruno Hobeck, et à bientôt. Merci, à tout bientôt.